entendu mentionner ce discours comme étant les deux piliers, les deux objectifs que nous visons et qui sont derrière la notion de réussite. Et ce ne sont pas des mots creux, l'élévation du niveau général, c'est que oui, nous sommes engagés vers l'élévation du niveau de nos élèves, de tous les élèves de France, et cela va complètement de pair avec la notion de justice sociale. Parce que finalement, si je n'avais qu'une chose à illustrer, qu'un exemple à donner en cette rentrée, c'est évidemment la maturité du dispositif de dédoublement de classes de CP et de CE1. Au moment où je vous parle, c'est donc 300 000 élèves qui s'apprêtent à être concernés par cette mesure, qui arrive, j'allais dire, à maturité de ce que nous avions promis. Mais le président de la République a pris, vous le savez, un nouvel engagement, ce qui fait que ce chiffre, à la fin du quinquennat, sera de 450 000, puisque nous visons les grandes sections de maternelle. Mais rendons-nous compte qu'en 2 ans, nous sommes arrivés à un objectif dont la première étape a été accomplie dès septembre 2017, et que cet objectif, il illustre et l'élévation du niveau général et la justice sociale. Parce que si nous réussissons à ce que, pour de vrai, les 20% d'élèves des territoires les plus en difficulté de France rattrapent les 80%, alors, en effet, nous aurons accompli l'une des mesures les plus importantes de justice sociale qui puisse être, et ce faisant, nous aurons contribué à l'élévation du niveau général de la France. C'est une sorte de nivellement par le haut, si vous me permettez l'expression, c'est cette idée que nous allons tirer le niveau général vers le haut, que ça a déjà commencé, et que c'est de la meilleure façon d'accomplir un objectif de justice sociale. Il y a évidemment d'autres mesures que le doublement des classes de CP et de CE1. Et selon le vieil adage cité parfois par certains d'entre nous qui est bouché avalé n'a plus de goût, je voudrais insister sur le fait que, en réalité, ça a encore beaucoup de goût et que ça va continuer à en avoir beaucoup. Surtout quand on aura généralisé aussi pour les grandes sections. De nombreux chantiers intelligents, vous les connaissez. Mais Kenza, mais t'as vu l'heure? J'espère que t'as une bonne excuse. C'est à cause d'un papillon qui est passé trop près d'une rivière au Brésil. Un papillon? Au Brésil? Oui, son battement d'aile a déclenché de petites vagues et du coup, l'eau s'est évaporée plus vite, ce qui a constitué des nuages. Ces nuages se sont déplacés avec du courant d'air en grosse... Sur lesquels vous aurez peut-être des questions, mais qui ancrent le caractère profondément social de cette loi. Tout ceci nous permet donc de placer l'année 2019-2020 sous le signe de la maturité et donc sous le signe de la réussite des élèves. Elle passe par le bonheur professionnel des personnels et elle passe par la réussite de notre pays. Le bonheur professionnel des personnels, vous le savez, et j'y reviendrai de façon approfondie, est une clé. Les deux facteurs de réussite d'un système scolaire, toutes les études le montrent pour tous les pays, c'est la formation des professeurs et leur bien-être professionnel, d'une part, et le lien parent-école, d'autre part. Et c'est ces deux choses-là que nous devons réussir d'abord et avant tout. Et donc pour cela, nous devons assumer les défis qui vont avec. J'ai toujours dit depuis le premier jour que j'étais le ministre des professeurs, et en réalité évidemment le ministre des personnels de l'éducation nationale. Eh bien, en étant ministre des professeurs, je pense que c'est la meilleure façon d'être le ministre des élèves, parce que ce bien-être des professeurs, cette qualité du bien-être au travail des professeurs, qui va de pair avec la qualité du recrutement, la qualité de la formation, et bien tous ces éléments conditionnent la réussite des élèves. Nous avons donc 3 défis qu'on peut distinguer pour cette rentrée pour aller dans ce sens. D'abord, le défi de l'égalité des chances, ensuite le défi du bien-être au travail des personnels, et enfin, le grand défi de l'avenir, et faire cette conférence de presse dehors, non seulement pour que ce soit agréable pour vous tous, j'espère que ça l'est, mais c'est aussi pour souligner le 3e thème, qui est un élément majeur de cette rentrée, c'est la question environnementale que nous préparons depuis de nombreux mois et qui désormais, elle aussi, arrive à maturité. Sur le défi de l'égalité des chances, le ministère donc, est fier évidemment de cette promesse tenue dont je parlais à l'instant, les 300 000 élèves concernés, ça signifie 10 800 classes, et vous le savez, nous allons encore vers de nouvelles évolutions puisqu'il y aura le dédoublement des grandes sections. En cette rentrée, il y a plusieurs départements de France qui ont réussi déjà à dédoubler quelques grandes sections. J'étais à l'île de la Réunion il y a une semaine, il y a des grandes sections de maternelle qui sont dédoublées. Si je prends le Val-de-Marne, par exemple, vous avez des grandes sections de maternelle qui sont dédoublées. Ça signifie des enfants qui, sur 3 ans, vont bénéficier de cette mesure.
Je dirais que le témoin majeur de cette rentrée, c'est le professeur de CE2 de REP+. Il ne bénéficie pas de la mesure, il est en CE2, il a 20-25 élèves par classe. Simplement, il voit arriver des élèves différents. Et j'ai vu plusieurs professeurs de CE2 ces derniers jours, et j'ai en tête une rencontrée à La Réunion, justement, et qui disait « j'ai des élèves différents. J'ai des élèves qui savent lire, écrire, compter, et qui sont heureux de venir au travail, et qui sont bien avec les autres élèves. » C'est la plus belle phrase que j'ai entendue ces derniers temps. C'est tout simplement le but que nous poursuivons. Et donc, ce professeur de CE2 de REP+, celui qui bénéficie des 2 premières générations qui ont le dédoublement, c'est un petit peu mon témoin de la rentrée. La maîtrise des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, par 100% des élèves, c'est évidemment, encore et toujours, notre principal défi, et nous avançons pour sa résolution. Autrement dit, nous ne nous habituons pas à ce fameux chiffre de 20%, et même d'un peu plus de 20% des élèves sortant de l'école primaire sans maîtriser les savoirs fondamentaux, et ça reste la priorité des priorités, et nous sommes en train d'attaquer à la racine ce sujet, de sorte que nous allons voir progressivement, année après année, les progrès, jusqu'au CM2 d'ici à la fin du quinquennat. En cette rentrée, nous continuons à investir dans l'école primaire, donc avec la création de 2300 postes, qui est aussi la traduction budgétaire de la priorité à l'école primaire. Et puis nous approfondissons les orientations pédagogiques, prises depuis 2 ans dans l'apprentissage progressif, rigoureux et systématique des savoirs fondamentaux. Beaucoup d'acteurs se sont mobilisés autour de cet enjeu, une dynamique pédagogique, qui parfois même est de nature internationale, s'est organisée autour de ça. Je rappelle qu'il y a même eu un G7 éducation, nous avons abordé certains de ces sujets. Je remercie le Conseil scientifique de l'éducation nationale, son président Stanislas Dehaene est avec nous, qui a joué un rôle majeur pour l'animation de cette dynamique pédagogique, animation qui continue en termes de formation initiale, de formation continue des professeurs, en termes aussi de développement des outils pédagogiques. Et c'est évidemment cette dimension qualitative qui est essentielle. Le dédoublement des classes n'est pas la seule mesure que nous prenons, loin s'en faut. Et surtout, c'est une mesure qui seule ne peut pas aboutir à l'objectif. Elle doit s'accompagner évidemment du travail pédagogique et de cette capacité à être toujours à la pointe de ce qui marche. D'une certaine façon amplifie ce qui a été engagé en la matière, c'est l'abaissement de l'instruction obligatoire à 3 ans, qui permet de renforcer l'école maternelle. Là aussi, c'est un sujet sur lequel il y a du travail qualitatif pédagogique important. Je pense aux assises de l'école maternelle, qui ont été à la base de l'instruction obligatoire à 3 ans et qui désormais vont donner lieu à une publication dans cette rentrée, mais aussi au travail du conseil scientifique, dont c'est l'une des priorités de cette année que de travailler sur l'école maternelle, et donc de fournir à tous les professeurs d'école maternelle tous les matériaux qu'ils souhaitent. Et plus globalement, c'est cette priorité à l'école maternelle, cette priorité aux premières années de la vie, c'est-à-dire l'école maternelle, le CP et le CE1, qui est clairement affichée avec l'instruction obligatoire à 3 ans. Nous avons évidemment tous les autres outils, comme les évaluations nationales, comme le développement de la formation continue, sur lequel je reviendrai, qui sont au service de cela. Donc, l'école est à la pointe du progrès social de notre pays, des politiques sociales de notre gouvernement, et cela s'inscrit aussi dans une dimension territoriale. La justice sociale est synonyme de justice territoriale, ça a été clairement dit par le président de la République lors de la sortie du grand débat, et cela signifie qu'il a pris l'engagement qu'il n'y aurait plus de fermeture d'école sans l'accord du maire, et que c'est un engagement qui est effectif dès cette année, et qui permet de créer cette confiance avec les collectivités locales à laquelle nous tenons beaucoup, parce que, évidemment, l'école rurale doit être encouragée, non pas sur un mode défensif, mais je dirais sur un mode offensif, c'est-à-dire la rendre attractive, la rendre moderne, la rendre avant-gardiste. C'est ainsi que nous encouragerons aussi des familles à s'installer en milieu rural, dans les petites communes, et contribuer ainsi à un cercle vertueux de la vitalité. L'égalité des chances passe aussi par la scolarisation des élèves en situation de handicap. C'est un des points majeurs de cette rentrée. Vous vous en souvenez, au moment du vote de la loi pour l'école de la confiance, j'ai parlé de changement paradigmatique. Ce changement paradigmatique, il consiste en plusieurs éléments et qui doivent nous permettre d'accueillir et de scolariser toujours mieux les élèves. Il y en aura 24 500 de plus cette année, qui s'ajoute donc aux quelques 340 000 qu'il y avait l'an dernier.
Et nous avons recruté 4500 ETP supplémentaires d'accompagnants, et donc des créations de postes d'AESH. Cette approche quantitative, c'est-à-dire des recrutements supplémentaires, là aussi, ça s'accompagne d'une évolution qualitative. Les rectorats et les départements se sont organisés pour mieux prendre en charge les demandes des familles, notamment grâce à une cellule d'écoute qui permet de donner une réponse en 24 heures aux parents, et le déploiement de ce que nous appelons désormais les PIAL, c'est-à-dire les pôles inclusifs, localement. Donc ces 3000 PIAL, d'une certaine façon, permettent de résumer, on peut résumer ce que ça représente au travers d'une formule. D'ailleurs, la formule que nous utilisons vis-à-vis des familles, nous disons à l'élève, avant, tu attendais d'avoir un AESH pour aller à l'école, désormais, tu vas à l'école, un AESH t'attend. C'est un changement... Oscar, là, on a une caméra. à être au plus près des besoins des élèves. Et si nous faisons cela, c'est pour avoir une transformation en profondeur. Il faut que les accompagnants se sentent membres de l'éducation nationale. Ça aussi, c'est une évolution psychologique.